J'ai rempli sa tasse de poison 3 fois, mais ce n'est qu'à la 3e fois qu'il l'a bu entièrement. C'est ainsi que j'ai débarrassé le monde de ce monstre, sans que personne ne le soupçonne jamais. Bonjour, mes chers amis, je suis Mamie Odette, 72 ans de jeunesse, parlant depuis ma véranda à Saumur, Maine-et-Loire. Le soleil brille fort dehors, mais à l'intérieur, mon vieux ventilateur de plafond fait l'affaire, tout comme j'ai géré les problèmes que la vie m'a lancés. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée secrète pendant presque 20 ans, une histoire d'amour, de douleur et de justice, que je suis enfin assez courageuse pour raconter. Avant de commencer ce voyage difficile, je voudrais demander une petite faveur du cœur. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez un pouce en l'air à cette vidéo, ça ne coûte rien. Et dites-moi dans les commentaires de quel coin de ce beau pays vous regardez. Cela aide cette vieille dame à continuer de partager ses histoires, et peut être à aider d'autres femmes qui traversent des moments difficiles, comme moi, autrefois. Remontons à 1967. Quand j'ai rencontré mon Jacques, Saumur était déjà une ville animée, attirant des touristes pour son patrimoine et ses vignobles. Mais notre vie était simple. Comme la plupart des familles dans la campagne française à l'époque, j'avais 18 ans et travaillais dans le magasin général de mon père. C'est là que j'ai vu Jacques pour la première fois, quand il est entré pour acheter de la mélasse et de la farine. Grand, avec des cheveux noirs, une moustache bien taillée et des yeux qui semblaient sourire avant sa bouche. Jacques était différent des autres jeunes hommes de la ville. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était sa manière, polie sans être prétentieuse, parlant doucement, mais avec confiance. Il venait de s'installer du Mans pour travailler comme menuisier dans l'atelier de son oncle. Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'église Saint-Pierre ? Demandait-il. Après avoir payé ses achats, cette voix profonde, cet accent légèrement différent d'une autre, je sentais des papillons dans l'estomac comme jamais auparavant. Suivez cette rue jusqu'au bout, et tournez à droite, vous ne pouvez pas la manquer. Merci beaucoup. Puis-je demander votre nom ? Odette, répondais-je, sentant mon visage rougir. Joli nom pour une jolie fille, disait-il, et il quittait le magasin, laissant une traînée d'eau de Cologne, qui restait avec moi toute la journée. Dans les jours suivants, Jacques apparaissait au magasin, avec des excuses de plus en plus faibles. Un jour, c'était du sel dont il avait besoin, le lendemain, du café, puis du savon. Même mon père le remarquait. Ce jeune homme a soit la maison la plus désorganisée du monde, soit il s'intéresse à ma fille, commentait-il un soir pendant le dîner, me faisant m'étouffer avec ma purée de pommes de terre. Il ne fallait pas longtemps pour que l'intérêt devienne trop évident pour le nier. Un dimanche après-midi, Jacques demandait la permission à mon père de m'emmener prendre une glace sur la place de la ville. Je mourais presque de honte. Mais au fond, mon cœur dansait de bonheur. Cette glace commençait une histoire d'amour, qui durait plus de 30 ans. Jacques était tout ce dont une fille pouvait rêver. Travailleur, respectueux, affectueux sans être entreprenant. Notre cour était modeste, comme l'exigeaient les coutumes de l'époque. Toujours avec un parent à proximité. Mais même cela ne pouvait diminuer l'électricité entre nous. Quand nous étions ensemble, je vais travailler dur, économiser de l'argent, et te donner une belle vie. Odette, me promettait-il. Et contrairement à tant d'hommes, qui ne font que des promesses, mon Jacques tenait chaque mot. En 1969, 2 ans après notre rencontre, nous nous marions dans une cérémonie simple à l'église Saint-Pierre. Moi dans une robe blanche cousue par ma mère, lui dans un costume emprunté à son oncle, mais riche en amour et en rêve. Notre lune de miel était à la Bolescu Black. 3 jours dans une pension simple, mais propre, voyant l'océan, que je n'avais jamais vu auparavant. C'était ma première fois à quitter Saumur, ma première fois à voir l'océan, ma première fois à me donner à un homme. Tout avec mon Jacques avait le goût d'une première fois, comme quelque chose de nouveau, comme une découverte. Nous revenions à Saumur, et vivions dans une petite pièce à l'arrière de la maison de son oncle, pendant que nous économisions pour notre propre maison. Jacques travaillait à l'atelier de menuiserie du lundi au samedi, et je contribuais en faisant des tartes à vendre. Chaque sou était soigneusement économisé, chaque sacrifice en valait la peine, car nous construisions notre avenir ensemble. En 1970, je découvrais que j'étais enceinte. Le bonheur de Jacques ne pouvait être contenu.
Il allait partout en disant qu'il allait être père, planifiant déjà les jouets qu'il ferait pour son enfant dans l'atelier. Je priais chaque soir, remerciant Dieu pour la famille que nous formions. Mais Dieu avait d'autres plans. Au 5e mois de ma grossesse, je commençais à ressentir de fortes douleurs, et avant que nous puissions faire quoi que ce soit, je perdais le bébé. C'était un garçon. Nous allions l'appeler Joseph. D'après le père de Jacques, nous enterrions notre fils dans un petit cercueil blanc, et avec lui, nous enterrions une partie de nos cœurs. Beaucoup de mariages ne survivent pas à une telle perte. Mais mon Jacques, oh, mon Jacques, me surprenait une fois de plus. Au lieu de s'éloigner, il se rapprochait. Au lieu de me blâmer, il me consolait. Au lieu de chercher du réconfort dans le whisky, comme tant d'hommes le font, il le cherchait dans la foi et le travail. Dieu sait ce qu'il fait. Odette, disait-il, quand il me trouvait en train de pleurer. Notre Joseph est là, oh, veillant sur nous. Et un jour, nous aurons d'autres enfants. Oh. Et nous en avions. En 1972, notre mari naissait, forte et en bonne santé, comme son père. 2 ans plus tard venait Jean. En 1977, nous complétions notre famille avec l'arrivée de Lucie, notre plus jeune. 3 enfants, 3 bénédictions, qui remplissaient notre maison de bruit, Dish House, et d'amour. À ce moment-là, nous avions déjà notre propre maison. Simple, mais la nôtre. Jacques prospérait dans l'entreprise de menuiserie. Devenant associé de son oncle, je m'occupais des enfants, Even des Mestarches, qui devenaient célèbres en ville. Nous avions une bonne vie, pas de richesse matérielle, mais riche en amour, respect et bonheur quotidien. Mes amours, qui me regardez, vous ne pouvez imaginer à quel point il est important d'avoir un compagnon qui vous valorise, qui vous respecte, qui partage les joies et les peines. Mon Jacques n'était jamais de ces hommes qui pensent que les tâches ménagères sont un travail de femme. Il rentrait de l'atelier et aidait immédiatement avec les enfants, changeait les couches, donnait les bains, racontait des histoires. Les dimanches, il insistait pour me donner du temps libre. Il préparait le déjeuner, pas toujours bon, mais fait avec tant d'amour, que personne ne se plaignait. Emmenait les enfants jouer au parc, me laissait me reposer, ou rendre visite à mes amis. Une fois par mois, même quand l'argent était serré, il tenait à avoir une soirée de rendez-vous avec moi. Il envoyait les enfants dormir chez ma mère, achetait une bouteille de vin bon marché, préparait la maison avec des bougies et des fleurs de notre cour. Nous dansions dans le salon, au son de la vieille radio, faisions l'amour, comme si nous étions encore ces jeunes, qui s'étaient rencontrés au magasin général, Sust Heinz, que nous gardions la flamme vivante, pendant tant d'années. Ceux d'entre vous, qui regardez, ou que vous soyez, laissez dans les commentaires, si vous avez connu un amour comme celui-ci, si engagé, si soutenant, ou si vous le cherchez encore. Je crois qu'il y a d'autres hommes comme mon Jacques là dehors. Ils sont juste plus difficiles à trouver que de l'or dans une mine. Les années passaient, nos enfants grandissaient, Marie devenait enseignante, épousait un bonhomme d'une ville voisine. Jean suivait les traces de son père dans la menuiserie, montrant le même talent pour transformer le bois en art. Lucie, toujours studieuse, obtenait une bourse et allait à l'université à Nantes, la première de la famille à obtenir un diplôme universitaire. En 1997, alors que nous étions mariés depuis presque 30 ans, Jacques réalisait un autre de nos rêves. Il achetait un terrain plus grand à la périphérie de Saumur et construisait une maison de ses propres mains. Une maison spacieuse avec une véranda tout autour, une grande cour, où nous plantions un peu de tout. Pommiers, cerisias, fraises, poivrons, herbes, un petit coin de paradis, que nous avions conquis avec beaucoup de sueur. C'était dans cette maison que nous vivions les meilleures années de notre vie. Avec les enfants grands, nous avions plus de temps l'un pour l'autre. Les dimanches après-midi, nous nous asseyions sur la véranda, buvant un café frais, mangeant du pain de maïs, et regardant le soleil se coucher derrière les collines. Jacques prenait toujours sa guitare, jouant ses vieilles mélodies, qui me faisaient pleurer d'émotion. C'était simple notre bonheur. Les petits-enfants commençaient à arriver, remplissant à nouveau la maison de rire et de courses les week-ends. Jacques était un grand-père adorant, fabriquant des chevaux en bois, des maisons de poupées, des tupis, tous les jouets que les enfants demandaient, et il racontait des histoires. Oh,
Comme mon Jacques savait raconter des histoires, il inventait des contes, qui me laissaient même moi, qui connaissais tous ces bobards, écouter, enchanter, comme les enfants. Quand Jacques atteignait 60 ans, nous organisions une grande fête dans la cour arrière. Toute la famille venait. Amis, voisins, même des gens que nous connaissions à peine, mais qui avaient une bonne histoire à raconter sur mon mari. Car Jacques était comme ça. Il laissait une bonne marque partout où il allait. Je n'avais jamais vu un homme si aimé dans la communauté, si respecté sans avoir besoin d'exiger le respect, si aimé sans demander l'amour. À cette fête, regardant mon mari entouré de gens qu'il aimait, je me disais, je suis la femme la plus chanceuse du monde. 40 ans avec cet homme, et je tombe encore amoureuse de lui chaque jour. Je n'avais aucune idée que notre bonheur était compté. Je ne savais pas que ce serait la dernière fête d'anniversaire de Jacques. Je n'avais aucun indice que le destin préparait le coup le plus cruel de ma vie, et qu'après viendrait un autre, encore pire. C'était un matin d'avril que je remarquais quelque chose de différent chez mon Jacques. Nous prenions le café sur la véranda, comme toujours, lui lisant le journal que notre fils rapportait de la ville, moi finissant de préparer une nouvelle cafetière. Soudain, la tasse tombait de sa main, se brisant sur le sol en béton. Quel sursaut! Jacques! Qu'est-ce que c'était? Il fixait sa propre main, comme s'il ne la reconnaissait pas, puis il me donnait ce sourire, qui me faisait toujours fondre, et disait, ce n'était rien, la tasse a juste glissé, mais je connaissais mon mari mieux. Que les dos de ma main, quelque chose n'allait pas. Chette ses mains là, je remarquais qu'il laissait tomber plus de choses, la cuillère à déjeuner, des outils dans l'atelier, même le savon pendant sa douche. Tu dois voir un médecin. Jacques, insistai-je, après l'avoir vu laisser tomber le troisième outil le même jour. C'est juste la fatigue. Femme, je n'ai pas bien dormi, c'est tout. Mais ce n'était pas juste ça. Et, au fond, il le savait aussi. Après 2 semaines d'insistance, je le faisais venir avec moi à la clinique. Dr. Carmen Pelletier, une jeune doctoresse, récemment diplômée, venue par un programme gouvernemental, examinait mon Jacques avec soin. Monsieur Jacques, disait-elle, avec un sérieux qui me glaçait l'échine, je vais vous orienter pour des examens à Nantes, le plus tôt possible. Ah mais, sur le chemin du retour, Jacques essayait de plaisanter pour me remonter le moral. Il disait que ce serait juste un voyage pour revoir la grande ville, que ce ne serait rien. Mais ses yeux ne mentaient pas, il avait peur, et cela me terrifiait plus que tout. En 40 ans ensemble, j'avais rarement vu de la peur dans les yeux de mon mari. Nous réussissions à obtenir un transport d'un bénévole de l'église pour nous emmener à Nantes la semaine suivante. C'était un long voyage silencieux. Jacques tenait ma main fort, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Je priais silencieusement, promettant tout à Dieu, à la Vierge Marie, à tous les saints, n'importe quoi, pour que ce ne soit pas quelque chose de grave. Mais ça l'était. Après une batterie d'examens, le neurologue nous donnait le diagnostic qui changerait nos vies pour toujours. Sclérose latérale, amyotrophique, AOSLA, comme il l'appelle. Une maladie qui paralyserait progressivement tous les muscles du corps de mon Jacques, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, parler, avaler, et, finalement, respirer. Combien de temps lui reste-t-il, docteur? Demandai-je, retenant mes larmes. C'est difficile à dire précisément. Madame Odette, la maladie progresse différemment chez chaque personne. Ça pourrait être 1 an, ça pourrait être 3, rarement plus que ça. 1 an, peut être 3. Après 40 ans ensemble, c'est tout ce qu'il nous restait. Nous revenions à Saumur en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, ses propres prières, son propre désespoir silencieux. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Jacques pleurait pour la première fois depuis que je le connaissais. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses, qui coulaient sur son visage fatigué, alors qu'il fixait le plafond. Ce n'est pas juste, Odette, murmurait-il. Nous avions encore tant de projets. J'essuyais ses larmes avec le bord du drap, avalant les miennes. Quelqu'un devait être fort à ce moment, et mon Jacques avait été fort pour nous de toute sa vie. C'était mon tour. Nous profiterons au maximum de chaque jour qui nous reste, mon vieux. Chaque minute, je prendrai soin de toi, comme tu as toujours pris soin de moi. Je serai tes jambes, tes bras, tout ce dont tu as besoin. Eising. Les mois suivants étaient une montagne russe émotionnelle. Nous devions l'annoncer aux enfants.
Ce qui nous brisait le cœur à nouveau, voir Marie, Jeanne et Lucie pleurer pour leur père, encore vivant, était comme un couteau dans la poitrine. Mais après le choc initial, ils se ralliaient autour de leur père, comme un mur d'amour. Jean prenait complètement en charge l'entreprise de menuiserie, pour que son père puisse se reposer. Marie venait tous les jours après l'école pour aider avec les soins. Lucie quittait son emploi à Nantes, et revenait à la maison pour être avec nous. Mon père est plus important que n'importe quelle carrière, disait-elle, quand j'essayais de discuter, les voisins, les amis, toute la communauté se mobilisait. L'un construisait une rampe à l'entrée de la maison, pour quand le fauteuil roulant serait nécessaire. Un autre adaptait la salle de bain. Quelqu'un apportait de la nourriture différente chaque jour. Un autre venait juste pour parler et distraire Jacques. Saumur montrait pourquoi elle avait toujours été connue comme une terre de foi et de solidarité, la maladie progressait, comme le médecin l'avait prédit. D'abord, Jacques perdait de la force dans ses mains. Louis, qui était si habile avec le bois, ne pouvait plus tenir une fourchette correctement. Puis c'étaient ses jambes, qui commençaient à faillir lors des promenades matinales, que nous aimions faire. En 6 mois, il avait déjà besoin de soutien pour marcher dans la maison. Mais le pire, pour mon Jacques, n'était pas la perte de mobilité, c'était la perte d'indépendance. Louis, qui avait toujours été le pilier de la famille, le pourvoyeur, le protecteur, avait maintenant besoin d'aide pour les choses les plus basiques. Il voyait cela comme une humiliation, bien que j'insistais, que prendre soin de lui était un privilège, pas un fardeau. Tu mérites mieux, Odette, disait-il, les nuits, où la tristesse parlait plus fort. Tu mérites un homme entier, pas cette moitié, que je deviens. Ne dis pas ça, Jacques, répondais-je, allongé à côté de lui dans le lit. Tu es le seul homme que j'ai jamais voulu dans la vie, quel que soit ton état, dans la maladie et dans la santé. Souviens-toi, c'est que j'ai promis devant Dieu, Anne. Même avec la maladie qui avançait, nous essayons de maintenir la vie aussi normale que possible. Les bons jours, j'emmenais Jacques sur la véranda, et nous nous asseyons là, regardant l'activité de la rue, saluant les voisins qui passaient. Il jouait encore un peu de guitare, bien qu'avec une difficulté croissante. Il racontait encore des histoires aux petits-enfants, me faisait encore rire avec ses blagues idiotes, me regardait encore avec ses yeux, qui semblaient sourire avant sa bouche. Une chose que Jacques insistait à faire, même malade, était de préparer la famille à son départ, pas dans le sens financier, nous n'avions jamais beaucoup, mais dans le sens émotionnel. Il appelait chaque enfant en privé pour de longues conversations. Il enregistrait des vidéos pour les petits-enfants à regarder, quand ils seraient plus grands. Pour moi, il écrivait des lettres, avec l'aide de Lucie, quand ses mains n'obéissaient plus, des lettres, que je devais ouvrir à des moments précis après son départ. Comme ça, tu ne seras jamais seul, m'expliquait-il. Je serai toujours là, te guidant, même quand je ne serai plus physiquement présent. C'était pendant ces mois de maladie que nous apprenions à mieux connaître Roger Beaumont, le jeune frère de Jacques. Il vivait à Lyon depuis plus de 20 ans, ayant quitté Saumur peu après notre mariage. Il maintenait un contact sporadique, un appel à Noël, une visite tous les 5 ans. Mais quand il apprenait la maladie de son frère, il venait en courant. Roger était l'opposé de Jacques en presque tout. Là où mon mari était calme, il était explosif. Là où Jacques était généreux, il était avare. Là où mon vieux était travailleur, son frère semblait toujours chercher le chemin le plus facile. Mais c'était de la famille. Et Jacques était sincèrement heureux de la visite. Mon petit frère est venu me voir. Odette, n'est-ce pas merveilleux? Au début, Roger aidait même. Il passait des heures à parler avec Jacques, évoquant des histoires d'enfance, le distrayant de la douleur et de la situation difficile. Il l'emmenait pour de courtes promenades en voiture dans la ville. Quelque chose que je ne pouvais pas faire seul. Il semblait sincèrement préoccupé par le bien-être de son frère. Mais bientôt, je commençais à remarquer des choses étranges. Roger fouillait dans les tiroirs, quand il pensait que personne ne regardait. Il posait des questions insistantes sur l'argent, sur la maison, sur l'entreprise de menuiserie, et il me regardait d'une manière qui me donnait des frissons. Ce n'était pas le regard d'un beau-frère, c'était le regard d'un prédateur évaluant sa proie. J'en parlais à Jacques, mais Louis, voyant toujours le meilleur chez les gens, surtout la famille,
minimisait mes inquiétudes. Roger a toujours été trop curieux depuis l'enfance. Et cette manière de regarder est un trait de famille. Yelay aussi. Tu interprètes mal. Je laissais tomber, ne voulant pas inquiéter mon mari avec ce qui n'était peut être que mon imagination. Après tout, nous étions tous stressés, fatigués, émotionnellement épuisés par la situation. Peut être que je voyais vraiment des choses, là où il n'y en avait pas. Au début de 2009, environ 10 mois après le diagnostic, Jacques se détériorait dramatiquement. Il ne pouvait plus avaler correctement, avait besoin de nourriture en purée, sa parole devenait brouillée, difficile à comprendre pour quiconque ne vivait pas avec lui quotidiennement. Sa respiration, de plus en plus laborieuse, nécessitait un équipement d'oxygène, que l'hôpital fournissait grâce à l'intervention de Dr. Carmen. C'est alors que je réalisais que la fin était proche. Mon Jacques, qui n'était jamais du genre à abandonner, commençait à dire au revoir. Pas avec des mots directs, sa parole était déjà trop compromise, mais avec des gestes, avec des regards, avec des poignées de main faibles, muy significativas. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre, il faisait un énorme effort pour parler clairement. T'aimais, chaque jour plus que le précédent, disait-il, avec difficulté, des larmes coulant sur son visage amaigri. Était plus heureux que mérité. Moi aussi, mon vieux, répondais-je, pleurant avec lui. Chaque jour à tes côtés était un cadeau de Dieu. Annie. Dans la nuit du 15 mars 2009, je me réveillais avec une sensation étrange. Quelque chose avait changé dans la pièce, dans l'air, dans l'énergie. Je regardais Jacques à côté de moi, et savais immédiatement. Sa poitrine ne bougeait plus. Sa main, que je tenais pendant le sommeil, comme je l'avais fait pendant des décennies, était étrangement relâchée. Mon Jacques était parti pendant son sommeil, de la manière dont il disait toujours vouloir partir, sans chichi, sans drame, comme quelqu'un qui quitte discrètement une fête après s'être beaucoup amusé. Je ne criais pas, ne faisais pas de scène, je restais juste allongé à côté de lui, enlaçant son corps encore chaud, et pleurais silencieusement, le remerciant pour les 40 ans que nous avions passés ensemble, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour chaque précieux souvenir que nous avions construit. Ce n'est que lorsque le soleil commençait à se lever, que je me levais pour appeler les enfants, et donner la nouvelle, que nous savions tous arriver, mais dont personne n'est jamais vraiment préparé. La veillée était, comme Jacques l'aurait voulu, simple, sans excès, mais pleine de gens qui l'aimaient vraiment. La maison était trop petite pour tant de personnes venues rendre un dernier hommage. Des friends, qu'il avait aidé tout au long de sa vie. Des meubles, qu'il avait réparés gratuitement. Des friends, à qui il avait donné des conseils. Des enfants, pour qui il avait fait des jouets. Chacun avec une bonne histoire à raconter sur mon mari. Roger attirait l'attention à la veillée par son comportement. Alors que tout le monde était contenu dans son chagrin, il pleurait de manière scandaleuse, se jetait sur le cercueil, faisait des scènes qui semblaient plus théâtrales que sincères. Mon frère, mon petit frère, criait-il, comme s'ils avaient été inséparables toute leur vie, et non pratiquement des étrangers, qui se parlaient à peine. Je trouvais cela étrange, mais l'attribuais à la manière différente dont chaque personne gère la douleur. Certains sont plus contenus, d'autres plus expressifs. Ce n'était pas le moment de juger, juste de se soutenir dans ce moment difficile. Après l'enterrement, nous revenions à la maison. Maintenant, si vide sans la présence de Jacques, les enfants voulaient rester avec moi, mais je leur demandais de retourner chez eux, leur famille, leur vie. J'avais besoin de ce temps seul pour dire au revoir à ma manière, pour commencer à apprendre à vivre dans ce monde, où mon compagnon de 4 décennies n'existait plus. Tu ne peux pas rester seul. Maman, insistait Jean, viens vivre avec moi. Et Thérèse, nous avons beaucoup de place. Non, mon fils, répondais-je. Cette maison était le dernier cadeau de ton père pour moi. Chaque coin a un petit morceau de lui. Je ne peux pas partir d'ici maintenant. À Croncheco, ils acceptaient, mais promettaient de me rendre visite tous les jours, à tour de rôle, pour que je ne sois jamais seul trop longtemps. Roger offrait aussi de rester, au moins jusqu'à ce que toute la paperasse soit réglée, disait-il. J'acceptais sans trop y réfléchir. Après tout, c'était le frère de Jacques, de la famille. Et je confesse que l'idée d'affronter la première nuit seule dans cette maison, pleine de souvenirs, me terrifiait. Je n'imaginais pas que j'invitais le loup dans ma bergerie, que cette décision
prise au moment de ma plus grande fragilité, déclencherait des événements qui changeraient à jamais mon destin. Le lendemain de l'enterrement de Jacques, je me réveillais désorienté. Pendant une seconde, je cherchais son corps à côté de moi dans le lit, comme je l'avais fait chaque matin pendant 40 ans. Puis la réalité me frappait comme un coup de poing à l'estomac. Il n'était plus là. Il ne serait plus jamais là. Je pleurais doucement, le visage enfoui dans son oreiller, qui portait encore son odeur. C'est alors que j'entendais des coups à la porte de la chambre. « Odette, es-tu réveillée ? J'ai fait du café. » C'était la voix de Roger. J'essuyais rapidement les larmes, et répondais que j'arrivais. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Quelque chose dans la manière dont il regardait ma vulnérabilité me dérangeait profondément. Les premiers jours après la mort de Jacques passaient dans une sorte de brouillard. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, exécutant mécaniquement les tâches quotidiennes. Mes enfants venaient tous les jours, comme promis. Ils apportaient de la nourriture, des nouvelles, essayaient de me remonter le moral. Mais dès qu'ils partaient, je retournais à cet état d'engourdissement. Roger semblait vraiment essayer d'aider. Il s'occupait de la cour, qui avait été la fierté de Jacques, réparait de petites choses dans la maison, recevait les visites de condoléances, qui arrivaient encore. Le soir, il s'asseyait avec moi sur la véranda, et parlait de son frère, évoquant des histoires de leur enfance, que je n'avais jamais entendues. Jacques était toujours le droit. Elle est responsible, racontait-il. Dès l'enfance, il voulait tout faire correctement, plaire à nos parents. J'étais l'opposé, rebelle, têtu, toujours à la recherche du chemin le plus facile. Dans ses conversations, il semblait y avoir une sorte de regret chez Roger, comme s'il déplorait de ne pas avoir été plus proche de son frère, de ne pas avoir mieux profité des années qu'ils avaient. La vie passe trop vite. Odette, un jour tu te disputes avec ton frère pour une broutille. Le lendemain, il est mort, et tu réalises que tu as perdu un temps précieux. Ces mots touchaient mon cœur. En tant que veuve récente, je pensais aussi à toutes les petites disputes que j'avais eues avec Jacques au fil des années, des moments d'impatience ou d'irritation qui semblaient maintenant si insignifiants. Environ une semaine après l'enterrement, Roger commençait à parler de questions pratiques, la maison, les biens de Jacques. Comment je prévoyais de me débrouiller désormais? Jacques a-t-il laissé une assurance, des économies? Non, répondais-je honnêtement. Nous n'avions jamais beaucoup. Ce qu'il gagnait à l'atelier de menuiserie couvrait à peine le soutien de la famille. Ces dernières années, avec la maladie, nous avons dépensé le peu que nous avions réussi à économiser. Et la maison, est-elle à ton nom? Elle est à nos deux noms. Maintenant elle devrait me revenir. Je suppose. Roger semblait pensif, comme s'il calculait quelque chose. Tout ça est que, par la loi, la moitié des biens de mon frère devrait revenir aux enfants, n'est-ce pas? Et comme il n'a pas laissé de testament, techniquement, j'aurais aussi droit à une partie. Cela m'alarmait. Je n'avais jamais pensé en termes légaux. Jacques et moi partagions toujours tout sans formalité. L'idée que quelqu'un puisse réclamer une partie de notre maison, le dernier cadeau de mon mari, était perturbante. Ce n'est pas juste. Roger, Jacques a construit cette maison pour moi, pour notre famille. Il ne voudrait jamais qu'elle soit divisée. Bien sûr, reculait-il, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne fais qu'expliquer comment ça fonctionne légalement. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Mais la graine de l'inquiétude était déjà plantée. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir correctement, pensant à ce que Roger avait dit. Le matin, quand Marie venait me rendre visite, je mentionnais la conversation. N'écoute pas ce que dit l'oncle Roger. Maman, me rassurait-elle. Aucun de nous ne va rien demander de la maison. Elle est à toi. C'était le rêve de toi et de papa. Et je suis sûre que l'oncle Roger n'en fera pas un problème non plus. Ces mots me calmaient un peu, mais quelque chose dans le comportement de Roger changeait. Il commençait à boire davantage. Des verres de vin au déjeuner, du whisky le soir. Il me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait. Et il faisait des commentaires de plus en plus fréquents sur comment j'étais bien conservé pour mon âge. Jacques avait de la chance, disait-il une nuit, déjà visiblement altéré par l'alcool. 40 ans avec une femme comme toi. Si c'était moi, je ne te laisserais pas sortir de ce lit. Je me figeais à ce commentaire, ne sachant pas comment répondre.
Je faisais semblant de ne pas comprendre l'insinuation, et changeais rapidement de sujet. Mais le sentiment d'inconfort restait, comme un poids dans mon estomac. Les nuits suivantes, je commençais à verrouiller la porte de ma chambre. Je me disais que j'étais paranoïaque, que Roger n'était qu'un homme sans filtres sociaux, surtout quand il buvait, qu'il ne ferait jamais rien contre moi, la veuve du frère, qu'il prétendait aimer, et respecter tante, Lady Manke. 2 semaines après la mort de Jacques, nous avions un déjeuner familial. Tous les enfants venaient avec leurs conjoints, et leurs enfants. Pendant quelques heures, la maison reprenait vie avec du bruit, du mouvement. Ce bref moment de normalité était comme un baume pour mon âme blessée. Roger participait au déjeuner, plus retenu dans sa consommation d'alcool à cause de la présence des neveux et nièces. Il semblait parfaitement normal, amical, même affectueux. Une fois de plus, je pensais que mes soupçons à son sujet étaient exagérés. Le résultat de mon état émotionnel fragile, après que tout le monde était parti, Roger m'aidait à nettoyer la cuisine. Nous parlions de choses banales en lavant la vaisselle. Le temps qui restait sec, les nouvelles à la télévision, comment les petits-enfants grandissaient vite. Tu as une belle famille, Odette. Commentait-il, rangeant les derniers verres. Jacques doit être fier, regardant d'en haut. J'espère, répondais-je, sentant les larmes revenir. Chaque fois que je parlais de Jacques au passé, la réalité de son absence me frappait avec une force renouvelée. Ne pleure pas, disait Roger, s'approchant et posant sa main sur mon épaule. Jacques n'aimerait pas te voir comme ça. Le geste aurait pu être réconfortant, mais il y avait quelque chose de plus. La main qui glissait de l'épaule à mon dos, descendant plus bas qu'elle n'aurait dû. Le corps qui s'approchait trop du mien, la laine chaude sur ma nuque. Je me dégageais brusquement, effrayé. Que fais-tu, Roger? Allons, Odette, ne fais pas l'idiote, répondait-il, sa voix changeant en quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Froide, calculatrice, tu penses que je n'ai pas remarqué comment tu me regardes? Comment tu te pavanes? Tu es fou, m'exclamai-je, sincèrement choqué. Je viens de perdre mon mari, ton frère, et alors? La vie continue. Tu es une femme expérimentée. Je suis un homme seul. Nous sommes adultes. Nous savons ce que nous voulons. J'essayais de quitter la cuisine, mais il bloquait mon chemin, me coinçant contre l'évier. L'odeur d'alcool dans son haleine était forte. Bien qu'il n'ait pas beaucoup bu pendant le déjeuner, je réalisais alors qu'il devait boire en secret, probablement depuis tôt le matin. Laisse-moi passer, Lodge. Ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est toi, qui joues les difficiles après des semaines à m'aguicher, grognit-il, saisissant mon bras avec force. Tu penses que je n'ai pas vu comment tu te balades dans la maison, comment tu portes ces vêtements provoquants. Je me regardais, incrédule. Je portais une jupe longue et une blouse à manches longues, des vêtements simples du dimanche, que j'avais portés pendant des années, rien de vaguement provoquant. Je réalisais alors que je n'avais pas affaire à un homme rationnel. L'alcool, le chagrin pour son frère, ou peut être une malice, qui avait toujours été là, cachée, avait transformé Roger en quelqu'un de dangereux. Nos enfants seront ici d'un moment à l'autre, mentais-je, essayant de l'effrayer. Jeanne a dit qu'il reviendrait chercher le moule à gâteau, qu'il a oublié. Il hésitait une seconde, et je profitais pour le pousser, et courir à ma chambre. Je verrouillais la porte, et poussais la commode contre, tremblant de la tête aux pieds. J'entendais Roger crier de l'autre côté, frappant sur le bois, menaçant de l'enfoncer. Si je n'ouvrais pas, tu me le dois. Ingrid, tu penses que je suis resté ici. Pourquoi? Par charité, je suis venu prendre ce qui me revient de droit. Oh. Pendant des heures, je restais blotti sur le lit, écoutant ses errances dans la maison, cassant des choses, criant des obscénités, promettant que je paierais pour l'avoir rejeté. À un moment, le bruit s'arrêtait. Je pensais qu'il s'était peu être endormi, trop ivre pour continuer son tourment. Vers 3 heures du matin, quand le silence durait depuis plus d'1 heure, je décidai qu'il était sûr de sortir de la pièce. Je devais atteindre le téléphone dans le salon pour appeler Jean. Je ne pouvais pas passer 1 minute de plus sous le même toit que cet homme. Je retirai silencieusement la commode, déverrouillant la porte avec un maximum de soin pour ne pas faire de bruit. La maison était sombre et silencieuse. Je marchais sur la pointe des pieds dans le couloir, guidé par la faible lumière
venant de la fenêtre du salon. C'est alors que je sentais le coup à l'arrière de ma tête. Je ne voyais pas qui m'avait frappé, mais je savais immédiatement que c'était Roger. La douleur explosait, aveuglante, et je tombais à genoux. Avant que je puisse me rétablir, il me saisissait par les cheveux, me traînant de nouveau vers la chambre. Tu pensais pouvoir t'échapper, Hein, que tu appellerais tes petits-enfants pour te sauver. Ce qui suivait était le pire cauchemar qu'une femme puisse vivre. Vois-je, le frère de l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans, me jeter sur le lit que j'avais partagé avec Jacques pendant des décennies, là même, dans cet endroit sacré d'amour et de respect. Il me violait brutalement, ignorant mes supplications, mes cris, mes larmes. Je me battais comme je pouvais, griffant, mordant, poussant, mais il était plus fort, plus lourd, plus déterminé. Chaque fois que je résistais, il frappait plus fort, jusqu'à ce que mon corps, déjà affaibli par l'âge et le chagrin, abandonne simplement la lutte. C'est ça, c'est mieux maintenant, murmurait-il, tout en commettant cette atrocité. Je l'ai toujours voulu. Tu sais, depuis la première fois que je t'ai vu au magasin de ton père, mais Saint-Jacques est arrivé en premier. Ces mots étaient aussi douloureux que l'acte physique, la révélation que cette haine, cette envie maladive, existait depuis des décennies, fermentant dans l'âme de cet homme qui se disait le frère de mon Jacques. Quand il finissait enfin, il se levait, comme si rien ne s'était passé. Il allumait une cigarette, me regardant avec mépris. Ce n'était pas grand-chose. Jacques a dû se lasser de toi rapidement. Je me recroquevillais sur le lit, mon corps douloureux, saignant à plusieurs endroits, mon âme en morceaux. Jamais de toute ma vie, je ne m'étais sentie si violée, si humiliée, si détruite. Pourquoi parvenais-je à demander, entre les sanglots, pourquoi faire ça à moi? À la mémoire de ton frère, il riait, une sang-froid qui ne semblait pas appartenir à un être humain. Jacques avait toujours tout, l'amour de nos parents, le respect de la communauté, une famille parfaite, une épouse dévouée. Même dans la mort, il est sorti en héros. L'homme qui a courageusement lutté contre la maladie. Il tirait une autre bouffée de sa cigarette avant de continuer. Et moi, j'étais toujours l'erreur, le problème, l'enfant que personne ne voulait. Eh bien, maintenant il n'a rien. Et cette maison, cette vie, toi, tout ça aurait dû être à moi dès le début. Tanzé. Il quittait la pièce, me laissant seul avec ma douleur et mon horreur. J'entendais ses fouilles dans les tiroirs du salon, probablement à la recherche de documents de la maison, d'argent, de tous ceux qui avaient de la valeur, qu'il pouvait prendre. Je ne sais pas combien de temps je restais là, paralysé, des minutes ou des heures, ça n'avait pas d'importance. Mon monde venait de s'effondrer pour la deuxième fois en moins d'un mois. Quand le premier rayon de soleil entrait par la fenêtre, quelque chose en moi s'éveillait, un instinct de survie primitif, peut-être, ou la voix de mon Jacques, murmurant de quelque part au-delà de cette vie, que je devais me battre, que je ne pouvais pas laisser ce monstre gagner. Avec un effort surhumain, je me traînais hors du lit. Chaque mouvement était une agonie, à la fois physique et émotionnelle. Je saisissais les premiers vêtements que je trouvais, et les enfilais, peu importait s'ils étaient sales ou déchirés. J'ouvrais lentement la fenêtre de la chambre. Je ne pouvais pas risquer de sortir par la porte et rencontrer Roger à nouveau. La fenêtre donnait sur la cour arrière. C'était une chute considérable pour une femme de mon âge. Mais à ce moment, je n'hésitais pas. Yasautais, atterrissant lourdement sur le sol. La douleur dans mes genoux était atroce. Mais je mordais mes lèvres pour ne pas crier. Rampant parmi les plantes que mon Jacques avait cultivées avec tant de soin, je parvenais à atteindre la clôture arrière. Il y avait une petite porte que nous utilisions rarement, mais qui représentait maintenant ma seule chance d'évasion. À ma surprise, et à mon soulagement, elle n'était pas verrouillée. Peut-être Roger, dans son arrogance, n'avait même pas envisagé que j'essaierais de m'échapper dans cet état. Ou peut-être était-ce un dernier cadeau de mon Jacques, prenant soin de moi-même après son départ. Je sortais dans la rue déserte, le soleil encore bas à l'horizon. Il n'y avait personne autour, aucun voisin réveillé à cette heure, ou à l'air. Mes enfants vivaient à l'autre bout de la ville. Je n'y arriverais pas dans cet état. C'est alors que je me souvenais de Céline, ma jeune sœur. Elle vivait à seulement 2 pâtés de maison, dans une petite maison qu'elle partageait avec sa fille célibataire,
Nous avions toujours été proches, encore plus depuis qu'elle était devenue veuve quelques années avant moi, marchant du mieux que je pouvais, me soutenant sur les murs et les arbres le long du chemin. J'atteignais sa maison. Chaque pas était un tourment, non seulement à cause de mon corps blessé, mais à cause de la honte, l'humiliation que je portais avec moi. Comment expliquerais-je ce qui s'était passé? Comment mettrais-je cette horreur en mots? Je frappais à sa porte avec le peu de force qui me restait. Quand Céline ouvrait, le soleil éclairait pleinement mon état déplorable, le visage gonflé, les lèvres coupées, les taches de sang sur mes vêtements, les bleus commençant à apparaître sur mes bras. Et mes jambes. Ses yeux s'élargissaient de choc et d'horreur. Mon Dieu au ciel. Odette, que t'est-il arrivé? J'ouvrais la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortait. Au lieu de cela, mon corps cédait enfin. Et j'étombais, inconsciente, dans les bras de ma sœur, l'obscurité de l'inconscience étant un soulagement bienvenu après l'enfer que j'avais vécu. Quand je me réveillais, j'étais allongé dans le lit de Céline. Elle avait nettoyé mes blessures, changé mes vêtements, et me regardait avec un mélange de préoccupation et de fureur contenue. « Qui t'a fait ça, Odette ?» demandait-elle, dès qu'elle voyait mes yeux s'ouvrir. Était-ce un vol? Quelqu'un a-t-il forcé la maison? J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche, ma voix piégée par la douleur et le traumatisme. Céline m'offrait de l'eau, tenant la tasse pour que je puisse boire. J'ai simple geste de soin, si différent de la brutalité que j'avais subie des heures auparavant, faisait revenir les larmes en force. C'était Roger, parvenais-je enfin à dire, ma voix presque méconnaissable, même pour moi, le frère de Jacques, Tchè Louis, qui restait avec toi. Je hochais la tête, incapable d'élaborer davantage, mais je n'avais pas besoin. Céline comprenait immédiatement ce qui s'était passé. Je voyais dans ses yeux le moment exact où la compréhension la frappait, suivie d'une vague de colère si intense qu'elle transformait son expression habituellement douce. « C'est ça loud » murmurait-elle, ses poings serrés. « Je vais appeler la police tout de suite. »« Ah non, non » m'exclamai-je, avec plus de force que je ne croyais avoir. « Passe la police, que veux-tu dire? Odette, il doit payer pour ce qu'il a fait. » Comment expliquer ma peur, ma honte, la réticence à exposer publiquement cette violation, à devoir raconter et re-raconter l'histoire à des officiers, des médecins, des voisins curieux, à voir mes enfants découvrir ce que leur oncle avait fait à leur mère, à devenir la veuve violée par son beau-frère aux yeux de tous Saumur. Je ne veux pas que quiconque sache, disais-je enfin, je n'ai pas la force. Célina, ma sœur me regardait un long moment, la colère dans ses yeux, cédant peu à peu à une détermination froide, calculatrice, que je n'avais jamais vue en elle auparavant. D'accord, Odette, nous n'irons pas à la police pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que nous allons laisser ce monstre s'en tirer. Il paiera pour ce qu'il a fait, je te le promets. Lisa, à ce moment, allongée dans le lit de ma sœur, tout mon corps douloureux, mon âme en lambeaux, je ne pouvais imaginer comment elle prévoyait de tenir cette promesse. Je n'avais aucune idée que Céline, ma petite sœur, qui avait toujours été la calme de la famille, la conciliatrice, la pacifique, abritait en elle une capacité pour la justice ou la vengeance, qui se révélerait bientôt, et que cette révélation changerait à jamais le cours de nos vies. Je restais chez ma sœur Céline pendant 3 jours, caché du monde, comme un animal blessé. Elle disait à mes enfants que j'étais là, mais ne disait que j'avais besoin de temps loin de la maison, que je partageais avec Jacques, que les souvenirs devenaient trop lourds. Il comprenait, ou pensait comprendre, et respectait mon espace, n'envoyant que des messages affectueux par l'intermédiaire de leur tante, dans ce refuge temporaire, pendant que mon corps se remettait lentement des blessures physiques, mon esprit oscillait entre des états d'engourdissement absolu, et des épisodes de panique incontrôlable. Parfois, je passais des heures à fixer le mur, sans vraiment rien voir. D'autres fois, tout bruit plus fort, une porte qui claquait, une casserole qui tombait, me faisait sauter du lit, tremblant comme une feuille, prête à me défendre contre une attaque, qui n'existait que dans ma tête blessée. Céline prenait soin de moi, comme une mère s'occupe d'un enfant malade. Elle préparait des bouillons nourrissants, que je pouvais à peine avaler, changeait les bandages de mes blessures avec des mains douces, peignait mes cheveux grisonnants, qui étaient devenus une masse emmêlée la nuit de l'attaque. Et, surtout,
Elle ne me pressait pas pour parler, pour expliquer, pour décider quoi faire ensuite, le matin du 4e jour. Alors que nous prenions le café dans sa petite cuisine, Céline brisait enfin le silence sur le sujet, qui planait entre nous comme un nuage sombre. J'ai des nouvelles, Odette. Roger est toujours dans ta maison. Je sentais mon estomac se retourner, laissant tomber la tasse que je tenais. Le café chaud se répandait sur la table. Mais aucune de nous ne bougeait pour nettoyer. Comment le sais-tu? Zaimes Mouyen, répondait Céline, avec une fermeté qui ne correspondait pas à sa nature habituellement douce. Il est là, agissant comme si la maison était la sienne. Il a dit aux voisins que tu étais parti rendre visite à des parents à Tours, que tu lui avais demandé de tout gérer pendant ton absence. Ah! Cette information me frappait comme un coup de poing à l'estomac. Ça ne suffisait pas d'avoir violé ma personne de la pire manière possible. Maintenant Roger s'appropriait ma maison, ma vie, et fachant mon existence, comme si j'étais un inconvénient, qui devait être éliminé. Nous devons faire quelque chose. Odette, continuait Céline, posant sa main sur la mienne. Il ne peut pas simplement prendre ce qui est à toi, ce qui était à Jacques. La mention du nom de mon mari éveillait quelque chose en moi, un éclair de colère, d'indignation, qui perçait le brouillard de douleur, et de honte, qui m'enveloppait. Jacques avait construit cette maison de ses propres mains. Pour moi, pour notre famille, c'était notre sanctuaire, notre coin de paradis. Et maintenant, son propre frère, l'homme, qui devrait honorer sa mémoire, profanait tout cela. Que pouvons-nous faire? Demandai-je, ma voix encore faible, mais avec un ton différent de celui que j'avais utilisé ces derniers jours. J'ai déjà dit que je ne veux pas aller à la police. Yeman. Céline me regardait un long moment, comme si elle évaluait si j'étais prête à entendre ce qu'elle avait à dire. Puis, avec une décision apparemment prise, elle se levait et allait dans sa chambre. Elle revenait avec une boîte en bois sculptée que je reconnaissais immédiatement. C'était un cadeau de Jacques à elle des années auparavant. Elle ouvrait la boîte sur la table, révélant son contenu, un vieux carnet, quelques documents jaunis, et une petite clé métallique, que je ne reconnaissais pas. Te souviens-tu de grand-mère Eunice? Demandait Céline, prenant le carnet. Pinsoa, je me souvenais. Notre grand-mère maternelle, Eunice Delacroix, avait été une figure remarquable de notre enfance, une femme forte, indépendante, qui avait élevé 5 enfants seule après la mort de son mari dans un accident de construction de chemin de fer dans les années 1930. Une veuve avec 5 petits-enfants avait peu d'options pour survivre, surtout dans la campagne française, mais grand-mère Eunice ne survivait pas seulement, elle prospérait. Je me souviens, bien sûr, quoi, à propos d'elle, grand-mère Eunice n'était pas seulement la guérisseuse par la foi, et la sage-femme, que tout le monde connaissait, expliquait Céline, ouvrant soigneusement le carnet. Elle avait d'autres connaissances, des connaissances, que les femmes de notre famille transmettaient de génération en génération, mais seulement à celles qui en ont vraiment besoin. Sans comprendre quel rapport les anciennes connaissances de notre grand-mère avaient-elles avec ma situation actuelle. Odette, te souviens-tu de l'histoire du colonel Adrien Valéry? Le nom éveillait un vieux souvenir. Presque oublié, le colonel Valéry avait été le propriétaire terrien le plus puissant de la région. Quand nous étions enfants, un homme cruel, connu pour avoir abusé des filles des travailleurs de sa ferme, pour avoir expulsé des familles entières de leurs terres sans avertissement, pour avoir fait battre quiconque osait le défier. Je me souviens vaguement, il est mort. Quand nous étions petites, n'est-ce pas? Il est mort, confirmait Céline, feuilletant le carnet jusqu'à ce qu'elle trouve la page qu'elle cherchait, d'une maladie mystérieuse, s'étiolant lentement, perdant du poids, ayant de terribles hallucinations. Les médecins n'ont jamais découvert ce qu'il avait, et quel rapport avec nous. Céline poussait le carnet vers moi, pointant une page manuscrite d'une écriture élégante, que je reconnaissais comme celle de notre grand-mère. Lisati, disait-elle simplement. Ce que je voyais sur cette page me glaçait. C'était une recette détaillée et précise, pour un poison lent, et pratiquement indétectable, faite avec des herbes et des racines, qui poussaient autour de saumure. La recette était suivie de notes méticuleuses sur le dosage, les symptômes attendus, et le temps jusqu'au résultat final. Es-tu en train de dire que grand-mère Eunice, je dis, que le colonel Valéry a violé notre tante Joséphine?
Quand elle n'avait que 14 ans, répondait Céline, sa voix ferme. Moïse basse, comme si elle craignait que les murs aient des oreilles, et que grand-mère Eunice ne pouvait pas aller à la police, parce que le shérif dînait chez lui tous les dimanches. Elle ne pouvait pas obtenir justice par les moyens officiels. Alors elle l'a fait à sa manière. La révélation me laissait sans souffle. Notre grand-mère, la dame respectée par toute la communauté, la guérisseuse, qui soignait les enfants avec des herbes et des prières, avait délibérément empoisonné un homme, aussi terrible que son crime fut, et il l'était. Cela allait contre tous ceux que je pensais savoir sur notre famille, nos valeurs, et tu suggères que je suggère que la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes, Odette, surtout des femmes comme nous, déjà âgées, sans pouvoir, sans voix. Si tu vas à la police, que penses-tu qu'il arrivera? Au mieux, ils douteront de toi, diront que tu es confuse par le chagrin. Au pire, Roger Unholm, le frère de ton défunt mari, donnera une histoire convaincante, et tu seras la veuve folle qui a inventé un viol. Ces mots étaient durs, mais vrais. J'avais entendu des histoires similaires auparavant, femmes qui essayaient de dénoncer des abus, et finissaient encore plus traumatisées par le système, qui devrait les protéger. Je ne dis pas que c'est la seule option, continuait Céline, voyant mon hésitation. J'ai dit que c'est une option, celle que notre grand-mère a utilisée, quand elle n'avait pas d'autre alternative. Je fermais le carnet, le repoussant vers ma sœur. Ma tête tournait avec des possibilités, des peurs, des doutes moraux. J'avais été élevé pour respecter la loi, pour croire en la justice, pour faire confiance au système. Mais le système m'avait tant de fois fait défaut. Quand Jacques tombait malade, et que nous avions besoin de médicaments, que la sécurité sociale ne fournissait pas. Quand nous avions perdu notre premier bébé, parce que l'hôpital le plus proche était à des heures. J'ai besoin de réfléchir, disais-je enfin. C'est trop gros pour décider comme ça. Néné. Céline hochait la tête, remettant le carnet dans la boîte. Réfléchis, mais ne prends pas trop de temps. Chaque jour qui passe, Roger s'établit davantage dans ta maison, raconte son histoire à plus de gens, rend plus difficile de récupérer ce qui te revient de droit. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir, allongé à regarder le plafond, pensant à ceux que Céline avait révélés, aux options qui s'offraient à moi. Je pouvais aller à la police, affronter le processus douloureux de dénoncer un viol, avec tous les examens invasifs, les témoignages humiliants, l'exposition publique. Je pouvais essayer de récupérer ma maison par des moyens légaux, mais cela signifierait un processus long, coûteux, incertain, où je pouvais suivre le chemin de ma grand-mère Eunice, un chemin sombre, dangereux, définitif. À l'aube, je me levais du lit et allais à la cuisine pour un verre d'eau. À ma surprise, je trouvais Céline assise à la table, buvant du thé, comme si elle m'attendait. « Tu ne peux pas dormir non plus ?» demandai-je, m'asseyant en face d'elle. « Pas depuis que j'ai découvert ce qui t'est arrivé ?» répondait-elle, poussant une tasse vide vers moi et la remplissant de thé de la théière. « Je n'arrête pas de penser à ce que grand-mère Eunice ferait à ta place, Annie. J'y ai pensé, que nous savons déjà ce qu'elle ferait, répondais-je, prenant une gorgée de thé. C'était de la camomille, douce et réconfortante. Oui, acquiesçait Céline, mais la décision n'est pas la sienne, c'est la tienne. Nous restions assises en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses propres pensées. Des Rose, un coq chantait prématurément, annonçant une aube, qui était encore à des heures. Si nous décidons de suivre le chemin de grand-mère, commençai-je, hésitante, comment ferions-nous? Roger n'acceptera certainement rien, qui viendrait de moi maintenant. Un petit sourire se formait sur les lèvres de ma sœur. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de voir un plan se former. Il n'a pas besoin de savoir que ça vient de toi, répondait-elle, prenant la dernière gorgée de son thé. J'ai une idée. Ah, dans les heures suivantes, pendant que la ville dormait encore, nous élaborions un plan. Il n'était pas parfait, il avait des failles, des risques, des moments où il dépendrait plus de la chance que de la préparation, mais c'était un plan, et à ce moment, avoir un plan, n'importe quel plan, était comme un phare dans une nuit orageuse. Nous aurons besoin de l'aide de tante Joséphine, disait Céline, se référant à la fille aînée de notre grand-mère. Notre tante,
qui avait continué l'héritage d'Eunice comme guérisseuse par la foi, et connaisseuse des herbes de campagne. Elle a accès à toutes les plantes dont nous avons besoin, et personne ne posera de questions si elle cueille des herbes médicinales. Je hochai la tête, réalisant que le plan de Céline était déjà plus avancé qu'il ne le semblait au départ. Elle y avait probablement pensé pendant les jours où elle s'occupait de moi en silence, planifiant pendant que je me remettais. Et comment ferons-nous pour que Roger prenne ce que c'est? Laisse ça à moi, répondait Céline, avec une confiance qui ne correspondait pas à sa nature habituellement prudente. Roger ne me connaît pas bien, mais il sait que je suis ta sœur. Si j'arrive à la maison avec une histoire convaincante, il baissera sa garde. Bien. L'idée que ma sœur s'approche de ce monstre, Malamite, non, Céline, c'est trop dangereux. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Il t'a fait ça parce qu'il était obsédé, parce qu'il avait cette fixation maladive depuis que nous étions jeunes. Avec moi, ce sera différent. Je ne suis que la sœur insignifiante, la célibataire, qu'il a à peine remarqué. Quand il était ici avant, je n'étais pas convaincue. Mais Céline avait raison sur un point. Nous avions besoin de quelqu'un qui pouvait approcher Roger sans éveiller les soupçons. Et cette personne ne pouvait pas être moi. Quand le soleil se levait enfin, notre plan était tracé dans tous les détails possibles. Ce n'était pas un plan pour tuer. Nous n'étions pas des meurtrières. Malgré ce que suggérait le carnet de grand-mère Eunice, c'était un plan pour neutraliser, pour récupérer ce qui m'appartenait de droit, pour s'assurer que Roger ne puisse jamais faire à une autre femme ce qu'il m'avait fait. Tante Joséphine arrivait peu après le petit déjeuner, apportant un sac en paille, avec des herbes fraîches. À 78 ans, elle était encore une femme impressionnante, grande, mince, avec des cheveux blancs toujours attachés en un chignon sévère, et des yeux qui semblaient voir à travers l'âme. Quand Céline lui racontait ce qui m'était arrivé, pas tous les détails sordides, mais assez pour comprendre la gravité. Son expression ne changeait pas, mais quelque chose dans ses yeux s'assombrissait. Certains serpents ont besoin qu'on leur arrache les crocs, disait-elle simplement, commençant à trier les herbes sur la table de la cuisine. Je vais préparer quelque chose qui le rendra faible comme un poussin, confus comme un ivrogne, mais vivant, vivant pour se souvenir chaque jour du mal qu'il a fait et de la punition qu'il a reçue. Pendant que tante Joséphine préparait sa potion mystérieuse, Céline sortait pour mettre en œuvre la première partie du plan. Elle allait chez moi, ou ce qui avait été ma maison jusqu'à récemment, pour explorer le terrain, voir comment Roger se comportait. S'il y avait quelqu'un d'autre là, bah, elle revenait quelques heures plus tard, le visage sérieux, mais déterminé. Il est là, seul, rapportait-elle. On dirait qu'il boit depuis tôt le matin. La maison, Odette, il a détruit beaucoup de choses. Il a cassé les cadres avec les photos de toi et de Jacques, déchiré les rideaux que tu avais cousus. Utilise ta chambre comme si c'était la sienne. Ces mots rallumaient la colère que j'avais brièvement ressentie le matin précédent. Ce n'était pas seulement l'attaque sur ma personne, c'était la profanation de la mémoire de Jacques, la destruction de la maison que nous avions construite ensemble. Celle-ci, d'une certaine manière, semblait encore plus impardonnable. J'ai aussi découvert autre chose, continuait Céline, baissant la voix. Il a une arme, je l'ai vu, quand il a ouvert le tiroir de la commode pour prendre des cigarettes. Elle est rangée là, enveloppée dans un tissu. L'information compliquait notre plan. C'était une chose d'affronter un homme violent, une autre d'affronter un homme violent et armé. Nous devons repenser, disais-je, sentant la peur revenir me dominer. C'est trop risqué. Non, répondait Céline, avec une fermeté surprenante. C'est précisément pourquoi nous devons agir vite. S'il est armé, le danger ne fait qu'augmenter avec le temps. Et maintenant nous savons, nous devons être encore plus prudentes. Ouah, tante Joséphine, qui écoutait la conversation tout en travaillant, levait les yeux du liquide sombre, qui bouillait dans une petite casserole. La préparation sera prête au crépuscule, annonçait-elle. 3 gouttes suffisent pour laisser un homme sans force dans les jambes, 5 pour le rendre délirant pendant des heures. Sept. Elle laissait la phrase en suspens, mais le sens était clair. 7 gouttes seraient fatales. Ce n'était pas notre but. Aussi terrible que fut le crime de Roger, nous ne voulions pas sa mort sur notre conscience. Nous voulions la justice, pas une vengeance sanguinaire. 5 gouttes, disais-je,
prenant enfin ma décision. Assez pour le neutraliser, pour que nous puissions reprendre la maison sans danger. Mais pas plus. Céline et tante Joséphine hochaient la tête, apparemment satisfaites de mon choix. Le plan était fixé. Céline irait chez moi, au crépuscule, apportant une bouteille de vin comme offrande de paix. Elle dirait à Roger que je lui avais parlé de notre dispute, minimisant brutalement ce qui s'était vraiment passé, et qu'elle était là pour médier, pour essayer de trouver une solution qui conviendrait à tout le monde. Le vin, bien sûr, serait préparé avec les 5 gouttes de la potion de tante Joséphine. Il suffirait que Roger prenne quelques gorgées pour commencer à ressentir les effets. Quand il serait complètement neutralisé, Céline m'appellerait, et ensemble, nous récupérerions la maison, l'arme, et tous les documents qu'il aurait pu trouver. Et après, demandai-je, réalisant que notre plan n'allait que jusqu'à ce point. Nous le laissons à la gare routière, avec un billet aller simple pour Lyon, répondait Céline promptement. S'il se réveille pendant le trajet, il sera trop loin pour revenir facilement. Et dans l'état où il sera, il aura l'air d'un autre ivrogne dormant dans le bus. Le plan n'était pas parfait, mais c'était le meilleur que nous pouvions faire dans ces circonstances. Et, surtout, il n'impliquait pas de tuer quelqu'un, juste de récupérer ce qui m'appartenait, et de s'assurer que Roger ne puisse plus jamais me faire de mal. Quand le soleil commençait à se coucher, Céline se préparait à partir. Elle portait une robe simple, mais jolie, avait soigneusement peigné ses cheveux, avait même mis un peu de rouge à lèvres, tout pour paraître aussi inoffensive que possible. Juste une femme d'âge moyen, essayant de résoudre un conflit familial. Sois prudente, souplaïsia, Lane la sent fort. Si tu sens quelque chose de mal, pars immédiatement. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour une maison. Ce n'est pas juste une maison. Odette, répondait-elle, rendant l'étreinte. C'est la justice. Pour toi, pour la mémoire de Jacques, pour toutes les femmes, que des hommes comme Roger pensent pouvoir utiliser, et jeter sans conséquence. En regardant ma sœur partir, avec la bouteille de vin soigneusement préparée, je sentais un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'étais sur le point de faire quelque chose dont je n'avais jamais imaginé être capable. Utiliser des connaissances ancestrales pour neutraliser un homme, pour récupérer de force ceux qui m'avaient été pris par la force, le chemin de ma grand-mère Eunice, Onkemine, que je n'avais jamais pensé emprunter. Mais, comme l'avait dit Céline, la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes, et cette nuit d'avril 2009, à Saumur, 3 dames aux cheveux gris étaient sur le point de prouver qu'elle a justice, quand elle est refusée par les voies officielles, trouve d'autres moyens de se manifester. Les heures, qui suivaient le départ de Céline, étaient les plus longues de ma vie. Chaque minute semblait s'étirer, comme si c'était une heure entière, assise dans le salon de ma sœur, fixant obstinément la petite horloge murale. Je priais silencieusement, non seulement pour nos âmes, qui étaient sur le point de commettre quelque chose allant contre tous les principes avec lesquels nous avions été élevés, mais surtout pour la sécurité de Céline, qui, à ce moment, était dans l'antre du loup. Tante Joséphine restait avec moi, silencieuse comme une sentinelle, ses mains ridées travaillant sans arrêt sur un crochet, qui semblait plus un moyen de contrôler l'anxiété, que de produire réellement quelque chose. Des Temps and Temps, elle murmurait des prières anciennes, mélangeant des saints catholiques avec des entités, qui n'avaient jamais été mentionnées dans l'église, que nous fréquentions depuis l'enfance. Ça va marcher, répétait-elle occasionnellement, comme si elle pouvait voir l'avenir dans les lignes entrelacées de son crochet. La justice trouve toujours son chemin. Yana, vers 9 heures du soir, quand mon anxiété était à son comble, nous entendions 3 coups rapides à la porte. Le signal convenu. Yasautais, ignorant les douleurs, qui persistaient encore dans mon corps malmené, et courait ouvrir. Céline était là, essoufflée, le visage tendu, mais déterminée. Ça a marché, disait-elle simplement. Il est complètement hors d'état. Il a bu presque la moitié de la bouteille avant de commencer à délirer. T'a-t-il fait mal ? Demandai-je, l'examinant de haut en bas, pour tout signe de violence. Il n'en a pas eu l'occasion, répondait-elle, avec un petit sourire satisfait. Les herbes de tante Joséphine sont plus rapides que nous le pensions. 3 gorgées, et il commençait déjà à transpirer. Après 10 minutes, il ne pouvait plus se lever de la chaise. Tante Joséphine, qui s'était approchée silencieusement,
hochait la tête avec approbation. Son corps doit être affaibli par l'alcool. Le mélange avec l'alcool amplifie l'effet. Bien. Nous devons y aller maintenant, continuait Céline, tirant déjà un manteau pour moi. Nous ne savons pas combien de temps il restera comme ça. La marche jusqu'à ma maison se faisait en silence, chacune absorbée dans ses propres pensées. La nuit était claire, avec une lune presque pleine illuminant les rues désertes de Saumur. Peu de gens étaient dehors à cette heure. Quelques jeunes rentrant du travail, 1 ou 2 chiens errants. Personne qui prêtait beaucoup attention à 3 dames marchant rapidement. Quand nous atteignions la porte de ma maison, la maison que Jacques avait construite avec tant d'amour pour nous, j'hésitais. C'était étrange de devoir entrer furtivement dans ma propre maison, comme une voleuse. Encore plus étrange était de savoir que dedans se trouvait l'homme qui avait détruit ma paix, ma sécurité, ma confiance dans le monde. Il est dans le salon, murmurait Céline, comme si elle pouvait lire mes pensées. Je l'ai laissé dans le grand fauteuil. Il ne peut pas bouger correctement, mais il est conscient, disant des choses sans sens. Mais consciente, tandis. Je prenais une profonde inspiration. Cherchant la force au fond de mon âme. Et poussais la porte. L'odeur était la première chose que je remarquais, un mélange de cigarettes, d'alcool et de sueur, si différent de l'arôme de lavande et de bois, qui avait toujours caractérisé notre maison. C'était comme si Roger avait réussi à corrompre même l'air que nous respirions, là. Et alors, je le voyais, assis, ou plutôt, affalé dans le fauteuil, qui avait été celui de Jacques, la tête penchée d'un côté, les yeux vitreux fixés sur un point invisible. Une fine ligne de bave coulait du coin de sa bouche, tachant la chemise déjà sale de vin. Il ressemblait à une version grotesque, déformée de l'homme, qui m'avait attaqué des jours auparavant. En nous voyant entrer, ses yeux essayaient de se concentrer. Sans succès, il marmonnait quelque chose d'inintelligible. Un mélange de mots décousus et de sons gutturaux. Il essayait de se lever, mais ses jambes n'obéissaient pas, et il s'effondrait dans le fauteuil avec un bruit sourd. Que m'avez-vous fait? Parvenait-il enfin à articuler, chaque mot sortant brouillé, comme s'il pesait des tonnes. La justice, répondais-je simplement, me surprenant moi-même par la fermeté dans ma voix. Juste la justice. Ni. Pendant que Céline et tante Joséphine commençaient à fouiller la maison pour l'arme et tous les documents importants, je m'approchais lentement de Roger. Je ne ressentais plus de peur. Il était clairement incapable de me faire du mal physiquement dans cet état. Ce que je ressentais était un mélange de dégoût, de pitié et une étrange sensation de pouvoir que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pourquoi, Roger? Demandai-je, m'arrêtant à une distance sûre. Pourquoi me faire ça? J'étais l'épouse de ton frère. Je venais de perdre mon compagnon de 40 ans. Il riait, un son grotesque, plus comme un étouffement. Toujours voulu toi, depuis le premier jour. Jacques avait toujours tout. Moi rien. Cette confession, même venant de la bouche d'un homme clairement délirant, confirmait ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas un acte impulsif, motivé uniquement par l'alcool ou l'opportunité. C'était quelque chose que Roger avait nourri en lui pendant des décennies. Un désir malsain, mêlé d'envie pour son propre frère. Et tu pensais que me violer arrangerait ça, que ça te ferait sentir mieux, plus puissant. Tu as aimé, balbutiait-il, ses yeux essayant de se fixer sur moi sans succès. Toutes s'aiment, dis-tu? Ces mots allumaient une colère que je ne savais pas encore exister en moi. Toutes. Combien d'autres femmes avaient traversé la même horreur par les mains de ce monstre? Combien avaient été réduites au silence, humiliées, détruites par lui? Trouvées, s'exclamait Céline, revenant dans le salon, avec un revolver enveloppé dans un tissu. Exactement comme elle l'avait décrit. C'était là, où je l'ai vu, dans le tiroir de la commode. Et j'ai trouvé ça aussi. Elle me tendait un dossier plein de papiers. Actes, documents bancaires, même le testament, que Jacques avait fait, quand il apprenait sa maladie, laissant tout à moi, et aux enfants. Apparemment, Roger planifiait une sorte de stratagème légal. Peut être en falsifiant des documents, ou en essayant d'une manière ou d'une autre de s'approprier la maison, et les quelques biens que Jacques avait laissés. Il a déjà fait ça avant, disait tante Joséphine, entrant dans le salon avec quelque chose dans la main. Une carte d'identité, qui n'était pas à Roger, trouvée cachée sous le matelas, appartient à quelqu'un nommé
Michel Ferré. La photo était grattée, probablement pour qu'il la remplace par la sienne. Falsification de documents. Une pièce de plus dans le puzzle. Qui était Roger? Un homme sans scrupules, sans morale, capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait. Que faisons nos maintenant? Demandait Céline, regardant Roger avec un mélange de dégoût et de détermination. Le plan de le laisser à la gare routière tient toujours. Je regardais l'homme affalé dans le fauteuil, le frère de mon mari, l'homme qui avait détruit ma paix, qui avait profané la mémoire de Jacques, qui avait commis l'acte le plus vil possible contre moi. Je sentais quelque chose se durcir dans ma poitrine, une résolution froide prenant forme. Non, répondais-je enfin, nous avons une arme maintenant, et des preuves d'autres crimes. Nous allons à la police. Céline et tante Joséphine me regardaient, surprises, après tant d'insistance, que je ne voulais pas impliquer les autorités. Mon changement, soudain de plan, les prenait au dépourvu. Est-ce sourd, Odette? Demandait Céline, l'inquiétude évidente dans sa voix. Tu devras tout raconter, passer par des examens, des témoignages. Je suis sûr, répondais-je, regardant directement Roger, qui semblait maintenant glisser dans l'inconscience. Ce n'est plus seulement à propos de moi, c'est à propos de toutes les autres dont il a parlé, et de celles qui pourraient venir après, s'il restait libre. Je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Oh, c'est ainsi que, vers 23h, 3 dames aux cheveux gris apparaissaient au commissariat de Saumur, traînant un homme à demi conscient, qui pouvait à peine tenir debout. L'officier de garde, un jeune homme récemment transféré de Nantes, nous regardait avec un mélange d'étonnement et de confusion. Que s'est passé-il ici? Demandait-il, pendant que 2 officiers aidaient à asseoir Roger sur une chaise. Cet homme m'a violé il y a 4 jours, disais-je, avec une clarté et une fermeté qui surprenaient tout le monde, y compris moi-même. Puis il a pris possession de ma maison, détruit mes affaires, et planifiait de voler ma propriété. En utilisant des documents falsifiés, je lui tendais l'arme, maintenant dans un sac plastique improvisé, la carte d'identité de Michel Ferré, et les documents de ma maison, que Roger avait rassemblés, pendant que l'officier examinait tout, avec une gravité croissante. Je racontais mon histoire, pas tous les détails sordides, mais assez pour rendre claire la gravité du crime, et son état, demandait l'officier, regardant Roger, qui balbutiait maintenant de manière incohérente, les yeux roulant dans leurs orbites. Trop beau. Hein? Céline répondait promptement. Quand nous sommes arrivés à la maison pour récupérer les documents, il était déjà comme ça. Il a dû boire toute la nuit, à en juger par le nombre de bouteilles vides que nous avons vues autour. Ce n'était pas exactement un mensonge. Roger avait vraiment beaucoup bu, cette nuit-là, et les jours précédents. L'officier semblait accepter l'explication, probablement habitué à voir des ivrognes dans des états similaires. Nous allons enregistrer votre plainte, Madame Odette, disait-il enfin, mais je dois vous avertir que les cas comme celui-ci sont compliqués, sans preuves physiques immédiates, sans témoin de l'acte lui-même. Yes, Ice. L'interrompais-je. Je sais comment ça fonctionne, mais j'insiste pour porter plainte quand même, et j'ai des témoins de l'agression que j'ai subie après. Ma sœur et ma tante m'ont trouvé blessé, saignant. Quant aux autres crimes, l'invasion de domicile, la possession illégale d'armes, les documents falsifiés, ceux-là sont plus faciles à prouver, n'est-ce pas? L'officier hochait la tête, un petit sourire d'admiration se formant au coin de sa bouche. Ce n'était pas tous les jours que 3 dames apparaissaient à son poste avec des preuves aussi convaincantes de multiples crimes, parlant avec la clarté et la détermination d'avocats expérimentés. Les heures suivantes étaient exactement comme je le craignais. Des examens invasifs à l'hôpital de la petite ville, des témoignages détaillés, des questions qui me faisaient revivre l'horreur de la nuit de l'attaque, mais à chaque moment difficile, Céline et tante Joséphine étaient à mes côtés, tenant mes mains, me donnant la force dont j'avais besoin pour continuer. Quand le soleil commençait à se lever, nous étions épuisés. Mais satisfied. Roger avait été officiellement arrêté, pas seulement pour ce qu'il m'avait fait, ce qui serait plus difficile à prouver en justice, mais pour les crimes d'invasion de domicile, possession illégale d'armes à feu, falsification de documents et tentative de fraude. Assez de crimes pour le garder derrière les barreaux pour un bon moment. Que penses-tu qu'il lui arrivera? Demandai-je,
Alors que nous rentrions lentement à la maison, ma maison, que je pouvais maintenant réoccuper sans peur. Avec le dossier que nous avons trouvé dans le système, ce ne sera pas un court moment, répondait Céline. Il semblait que notre cher beau-frère a des arrestations précédentes pour des crimes similaires à Lyon. Il était en fait un fugitif. Peut être pour ça qu'il est Svenwich. Quand il a entendu parler de la maladie de Jacques, il fuyait la justice lyonnaise. Teddy, cette information ne me surprenait pas. D'une certaine manière, ça avait du sens. Roger avait toujours été le frère problématique. Louis, qui ne s'installait jamais, qui changeait constamment de ville. Maintenant nous savions pourquoi. Quand nous arrivions à la maison, la première chose que je faisais était d'ouvrir toutes les fenêtres, laissant l'air frais du matin entrer pour chasser l'odeur de cigarettes et d'alcool que Roger avait laissé. Puis, avec l'aide de Céline et de tante Joséphine, je commençais à nettoyer, à restaurer, à récupérer mon espace. Nous réparions les cadres cassés, remplaçant le verre, nous raccrochions les photos de Jacques, que Roger avait jetées à la poubelle, nous lavions, flushions, polissions chaque surface, comme si nous pouvions physiquement effacer les traces de sa présence dans la maison. Vers midi, quand le nettoyage était déjà bien avancé, nous entendions des coups à la porte. C'était Jean, mon fils, avec une expression inquiète sur le visage. Maman, que se passe-t-il? Je viens d'apprendre que tu es ici, et que l'oncle Roger a été arrêté. Je prenais une profonde inspiration, me préparant pour la conversation la plus difficile que j'aurais avec Céline et tante Joséphine à mes côtés. Je racontais à Jean ce qui s'était passé, pas tous les détails graphiques, mais assez pour qu'il comprenne la gravité de la situation. Je voyais son visage passer du choc à l'incrédulité, puis à la colère, et, enfin, à une douleur profonde, qui me brisait le cœur. Des larmes coulaient librement sur son visage, si semblable à celui de son père. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi as-tu affronté ça seul? Demandait-il. Sa voix étouffée. Je n'étais pas seul, répondais-je, tenant sa main. J'avais Céline et tante Joséphine avec moi, et je ne t'ai pas appelé, parce que je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Je ne voulais pas que tu saches à quel point ton oncle pouvait tomber bas. J'aurais dû le tuer, murmurait Jean, ses poings serrés de colère. J'aurais dû me méfier, quand il a commencé à agir bizarrement, disant que tu avais voyagé. Non, mon fils, l'interrompais-je fermement. La violence engendre la violence. Nous en avons eu assez dans cette famille. Maintenant Roger est entre les mains de la justice, là où il devrait être, et nous avancerons ensemble. Yanse, dans les semaines qui suivaient, la nouvelle de ce que Roger avait fait se répandait dans la petite ville de Saumur. Je ne pouvais l'éviter. Dans une ville de cette taille, une arrestation passe rarement inaperçue, surtout quand elle implique le frère d'un homme aussi aimé qu'est mon Jacques. À ma surprise, et à mon soulagement, il n'y avait pas le jugement, les regards de pitié, les chuchotements, derrière mon dos, que j'avais tant redoutés. Au lieu de cela, je recevais du soutien, de la solidarité, des offres d'aide venant des endroits les plus inattendus. La communauté, qui avait aimé Jacques de son vivant, étendait maintenant cet amour à sa veuve dans un moment de besoin. Roger était transféré à Lyon, où il répondrait des crimes commis là-bas, avant d'affronter la justice de Saumur. La dernière nouvelle que j'avais de lui venait d'un officier de justice. Presque un an plus tard, m'informant qu'il avait été condamné à 15 ans de prison pour les crimes accumulés dans les deux régions. Quant à moi, je commençais lentement à reconstruire ma vie. La maison redevenait le foyer chaleureux que Jacques et moi avions créé. Les cauchemars sur l'attaque diminuaient progressivement, bien qu'ils ne disparaissent jamais complètement. Je commençais à fréquenter un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences, où je trouvais de la compréhension et de la force pour continuer. Céline, ma sœur, qui avait été mon roc dans les moments les plus sombres, retournait chez elle, mais commençait à passer beaucoup plus de temps avec moi. Progressivement, cette expérience terrible renforçait encore plus les liens qui nous unissaient depuis l'enfance. Tante Joséphine continuait son travail de guérisseuse par la foi et de connaisseuse des herbes de campagne. Le carnet de grand-mère Eunice retournait dans la boîte sculptée, bien rangée pour le jour, où une autre femme de la famille pourrait avoir besoin de ce savoir ancestral. Nous espérions que ce jour ne viendrait jamais, mais le monde n'est pas toujours gentil avec les femmes.
surtout les plus vulnérables. Aujourd'hui, 16 ans après ces événements, je regarde en arrière, et vois comment cette expérience terrible m'a transformé. La douleur ne disparaît jamais complètement. Elle est là, une cicatrice sur l'âme, qui fait encore mal parfois, quand le temps change, mais avec elle venait une force, que je ne savais pas posséder, une résilience, qui me surprend encore aujourd'hui. Je ne me suis jamais remarié, n'ai jamais eu d'autres compagnons. Jacques était, et sera toujours le seul homme de ma vie, mais je ne suis pas seul. Chez mes enfants, mes petits-enfants, qui sont maintenant adolescents, Moshe Urtselin, qui continue d'être ma meilleure amie, et une communauté, qui m'a accueilli dans les moments les plus difficiles. C'est que j'ai appris, et ce que je voudrais, que vous, mes chers, qui me regardez, tiriez de cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se battre, jamais trop tard pour chercher la justice, pour reprendre le contrôle de votre propre vie, pour dire non à ceux qui essaient de nous diminuer, de nous blesser, de nous détruire. Je suis Odette, j'ai 72 ans. Et mon histoire n'est pas seulement celle de la douleur et du traumatisme, c'est celle du dépassement, du courage, de la sororité entre femmes, qui se sont unies pour affronter le mal. Quand tous les autres chemins semblaient fermés, si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, il y a de l'aide disponible. Il y a des gens qui vous croiront, il y a une sortie de l'obscurité, même quand elle semble impossible à voir. Avant de terminer cette vidéo, je veux demander du fond de mon cœur, si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, donnez-lui un pouce en l'air, et abonnez-vous. Cela aide à porter ce message à plus de gens, qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, possible de recommencer, possible de trouver la justice. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir que mes histoires atteignent différents coins de ce beau pays, et comment elles pourraient aider d'autres, qui mènent leur propre bataille. Une étreinte chaleureuse de cette mamie. Qui, malgré tout, croit encore en l'amour, en la bonté, et en notre capacité à nous relever, peu importe combien de fois la vie essaie de nous abattre. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.